Les arbitres, on remet en question leurs décisions, leur bonne foi, leur vocation, on les critique parfois même outre mesure, on se défoule sur eux, mais s'il y a bien une chose qu'on ne fait jamais, c'est les écouter. Et quand on les écoute, on se rend compte qu'ils ont des choses à nous apprendre. Voici 5 choses que vous ne saviez sûrement pas sur les arbitres. Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre équipe préférée va bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes aussi si vous les avez fêtées. À propos du sujet du jour, on a parfois l'impression qu'arbitrer c'est simple, que quelque part on pourrait tous être arbitre. C'est pas si simple que ça. Les arbitres professionnels, il y a plus de 200 pages qu'ils doivent avoir apprises sur le bout des doigts. 200 pages de règlements, mais de recommandations aussi, d'application des règles, d'exceptions, d'interprétations possibles, tout ce qui est relatif au VAR maintenant, c'est aussi des choses qu'ils doivent avoir apprises ces dernières années. Je suis toujours impressionné par la quantité de choses que j'apprends lorsque j'entends parler des arbitres. Alors voici les meilleures choses que j'ai apprises à propos de l'arbitrage. Est-ce que vous saviez qu'en son temps, le Barça de Guardiola a été l'équipe la plus difficile à arbitrer? Pas pour des motifs disciplinaires, mais vraiment pour une question de jeu. Alors pour comprendre ça, il faut présenter quelques éléments fondamentaux. La clé pour un arbitre, c'est le positionnement. Sans ça, impossible de bien arbitrer. On recommande à l'arbitre d'être placé à gauche du ballon, généralement parce qu'il se passe à droite du ballon, c'est géré par son arbitre assistant. On recommande également d'être 2-3 mètres derrière le ballon pour être assez proche de l'action, mais ne jamais empêcher le bon déroulement du jeu, ne jamais être un frein vraiment à la bonne circulation du ballon. 2-3 mètres derrière le ballon, c'est bien pour ça. On recommande également de ne pas trop rentrer dans les surfaces parce que si le ballon repart dans l'autre sens, c'est compliqué de suivre. Et puis enfin, on recommande à l'arbitre d'utiliser le système de diagonale de contrôle. Qu'est-ce que c'est que ce système-là? C'est un système qui a été inventé dans les années 30 par l'arbitre Stanley Ross et qui préconise à l'arbitre d'être placé sur une diagonale imaginaire entre le ballon et son arbitre assistant. Chaque fois que le ballon se déplace, l'arbitre assistant se déplace et l'arbitre principal devrait aussi se déplacer pour être sur cette diagonale. De cette façon-là, il y a une bonne répartition des espaces avec son assistant et puis l'arbitre peut avoir une bonne vision du jeu parce que s'il est placé en diagonale du ballon, il a vraiment tout l'angle à sa disposition pour bien voir le jeu. C'est plus difficile s'il est placé d'une autre façon. Quand le Barça de Guardiola débarque, il suppose une grande difficulté pour les arbitres. D'une part, vous avez tout d'un coup 20 joueurs en camp adverse. Beaucoup de densité, c'est difficile de voir tout ce qui se passe. C'est difficile aussi de se placer en tant qu'arbitre parce que le ballon voyage très vite, le ballon voyage dans toutes les zones du terrain et c'est difficile pour l'arbitre de ne pas être un empêchement au bon déroulement du jeu. Il y a vraiment de grandes chances qu'il se trouve dans une zone où le ballon va arriver. C'est aussi difficile parce que le Barça joue de façon imprévisible. Jusque-là, on n'a pas vraiment, en tant qu'arbitre, intériorisé les patrons de jeu, donc on n'arrive pas vraiment à anticiper où le ballon va aller. Jusque-là, les arbitres anticipaient, ils connaissaient bien le jeu, ils savaient ce qui pouvait se passer dans le jeu des équipes. Le Barça suppose une petite révolution à ce niveau-là, et les arbitres ont beaucoup de peine à se placer. Le système de diagonale, il ne peut plus vraiment être utilisé parce que parfois le ballon se retrouve dans des zones qui sont trop loin pour vous. Vous ne pouvez pas courir en diagonale, vous ne pouvez pas être placé en diagonale, vous êtes loin de l'action, etc. Les arbitres ont dû s'adapter. On est passé d'une diagonale rigide à une diagonale flexible. On parle de diagonale flexible maintenant. Les arbitres, ils ont dû accepter qu'on ne pouvait plus arbitrer comme avant, on ne pouvait plus courir comme avant, et ils ont commencé à procéder un peu différemment dans leur course. Ils ont parfois commencé à courir droit. On abandonne la diagonale, on court droit. Le but, en fait, c'est d'avoir un meilleur angle. À défaut de pouvoir être proche de l'action et placé sur la diagonale, on a un bon angle de vue et on limite un peu la casse. Mais voilà, les arbitres ont dû accepter de perdre quelque chose dans leur arbitrage pour pouvoir continuer à être à la page. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'au niveau mondial, pas tous les arbitres ont encore eu la possibilité d'effectuer cette mue. Le football se joue plus vite en Europe qu'hors d'Europe. Du coup, hors d'Europe, les arbitres n'ont pas vraiment l'absolue nécessité de s'adapter. Sauf quand ils arrivent à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde 2018, les arbitres extra-européens qui ont arbitré des matchs d'équipe européenne ont eu de la peine. Ils ont dû un peu apprendre sur le tas à bouger différemment et en courant de manière droite, ils n'ont pas toujours eu conscience de ce qui se passait autour d'eux. Conséquence, ils se recevaient des ballons dessus, ils étaient une entrave au bon déroulement du jeu. Et ça, c'était un problème, mais voilà, vous voyez la révolution qu'a supposé le Barça de Guardiola dans l'arbitrage européen. La deuxième chose que vous ne saviez peut-être pas à propos des arbitres, c'est qu'il faut vraiment les considérer comme des athlètes. Avec leurs talents respectifs, leurs aspirations, leurs rêves, leurs déceptions parfois, leurs objectifs, leurs états de forme aussi. Et en parlant d'état de forme, il faut parler de l'aspect physique. Ils se préparent comme des athlètes, comme des footballeurs. Ils ont une pré-saison qui commence un mois avant les footballeurs, et tout ça parce que physiquement, il faut être au niveau. Un arbitre qui n'est pas bon physiquement, c'est un mauvais arbitre. Pourquoi? Parce que comme un footballeur, quand vous êtes fatigué, vous prenez de moins bonnes décisions. Vous êtes plus loin des actions et au niveau mental, vous prenez de moins bonnes décisions aussi.
Un arbitre comme Nestor Pitana par exemple, il est excellent parce que physiquement il est parfait. De la première à la dernière minute, il offre le même rendement. C'est pas le cas par exemple d'un arbitre polonais, Szymon Marzyniak, qui a beaucoup de talent mais qui n'est pas au niveau physiquement souvent et qui est un peu en train de passer à côté de sa carrière. Pourquoi? Parce qu'en fin de match, il prend les mauvaises décisions. Ça aide pas non plus le fait qu'il arbitre en Pologne et en Arabie Saoudite où il touche beaucoup d'argent. Au final, la surcharge de match, ça se paye. Alors au niveau physique, les arbitres, ils doivent vraiment être très au point. Pourquoi? Parce que ça peut paraître bête, mais ils ont 35, 40, 45 ans parfois et ils ont affaire à des joueurs qui sont dans la force de l'âge, 25, 30 ans. C'est des joueurs qui sont supérieurs à eux physiquement et les arbitres, ils doivent compenser ce déficit physique avec beaucoup d'entraînement. Un entraînement qui se base sur l'endurance, mais surtout sur la vitesse. Ces dernières années, comme on l'a dit avant, le football s'est beaucoup accéléré. Et autant les distances que courent les arbitres par match, elles se sont maintenues assez fixes, 11 km, à peu près comme les joueurs, autant le nombre de sprints qu'ils doivent effectuer a beaucoup augmenté. On est en train de parler du fait de rendre plus difficile les épreuves physiques pour les arbitres parce qu'ils doivent être au niveau, parce qu'ils doivent vraiment se maintenir au niveau du football, au niveau de ce que le football requiert actuellement. Là où on peut déceler un autre point commun entre arbitres et sportifs professionnels, c'est qu'ils ont tous les deux leur moment de forme respectif, leur bon moment, leur mauvais moment. Cette année, il y a beaucoup d'arbitres qui vont avoir leur bon moment de forme. C'est une année d'Euro. C'est une année d'Euro, tous les arbitres veulent aller à l'Euro, les places sont très chères, il n'y en a qu'une seule par pays. En Espagne, par exemple, on est en train de voir une compétition assez féroce entre trois arbitres, Il Manzano, Del Cerro Grande et Mateu Laos, pour être l'arbitre espagnol qui ira à l'Euro. Et ça se ressent dans leur façon d'arbitrer. Ils essayent d'avoir le plus de courage possible dans leurs décisions, de ne pas être sur la défensive, de vraiment mettre les mains dans le cambouis et prendre les décisions difficiles, mais prendre les bonnes décisions pour montrer vraiment que c'est le meilleur arbitre du pays. En gros, choisissez-moi pour présenter l'Espagne à l'Euro. Et puis, dans cette idée d'athlète, vraiment, il y a aussi des classements d'arbitres à la fin de la saison, comme il y a des classements de clubs ou de joueurs. Il y a un système de promotion, de relégation, il y a la possibilité aussi d'intégrer le groupe UEFA, c'est le groupe des arbitres le plus coté en Europe, il y a des clubs d'arbitres qui font plus rêver que d'autres. Voilà. Une autre comparaison qu'on peut faire aussi, c'est au niveau financier, les arbitres gagnent beaucoup d'argent en Première Ligue, ils gagnent environ 82 000 euros. En Espagne, c'est les arbitres qui sont le mieux payés du monde, ils gagnent 300 000 euros par saison, 300 000 euros, donc voilà, des arbitres qui sont très très riches. Puis dernier parallèle, ça concerne l'équipe arbitrale. Il faut vraiment parler d'équipe arbitrale. C'est vrai qu'on a toujours le regard tourné sur l'arbitre principal, mais il faut parler d'équipe arbitrale parce qu'il y a une grande coopération qui se forge entre eux. Les meilleurs arbitres, ce sont souvent les arbitres qui ont eu la possibilité d'arbitrer plusieurs années avec les mêmes arbitres assistants. Bref, vraiment, c'est une équipe arbitrale, très important comme terme. Troisième chose que vous ne saviez peut-être pas, il y a des arbitres faits pour la VAR, il y a des arbitres qui ne sont pas faits pour la VAR. Le meilleur arbitre dans la cabine du VAR en Espagne, c'est Cuadra Fernandez. C'est pas du tout le meilleur arbitre sur le terrain. Alors comment est-ce qu'on explique cette différence? Quand vous êtes dans la cabine du VAR, vous avez beaucoup de pression. Les instances du football, pour justifier l'introduction de la VAR, elles ont misé vraiment sur la rapidité. Vous verrez, la VAR, ça prend pas beaucoup de temps pour intervenir. Encore cette semaine, le président de l'International Board, donc l'office qui se charge de l'application des règles du football, enfin l'application de l'arbitrage dans le football, a encore rappelé que la vitesse c'était vraiment un objectif absolu. Du coup, l'arbitre qui est dans la cabine du VAR, il doit officier de manière très très rapide. Malgré la pression, il doit être très calme pour communiquer les directives à l'arbitre central. Il doit sélectionner les bons angles, il ne doit pas se tromper dans son interprétation, bref, c'est très compliqué. On n'est pas vraiment on n'est même pas du tout dans l'arbitre qui doit décider en une fraction de seconde sur le terrain. Là, on doit vraiment décider sur plusieurs secondes, avec beaucoup d'opérations à faire et beaucoup de pression sur les épaules. C'est pas du tout quelque chose d'instinctif, vraiment, c'est quelque chose qui doit être réfléchi et dans un environnement pas vraiment favorable à la réflexion, on va dire. Ça amène des erreurs de VAR. On est en train de voir des arbitres qui font des erreurs de VAR. Soit ils se trompent dans l'application du protocole, soit ils se trompent de critères, par exemple, soit juste leur décision n'est pas correcte. Et puis il faut aussi ajouter qu'en Angleterre, particulièrement, il y a une grosse responsabilité qui est mise sur les épaules des arbitres VAR parce qu'on ne veut pas appeler l'arbitre central pour qu'il vienne consulter la petite télé, justement parce que ça ferait perdre du temps. Du coup, l'arbitre dans la cabine du VAR, tout est sur ses épaules. Il doit décider, il doit prendre la bonne décision, bref, c'est pas fait pour tout le monde. 4. Est-ce que vous connaissez le pourcentage de décisions correctes effectuées par les arbitres en Angleterre avant l'introduction de la VAR? 96%, 87%. En Espagne, c'était 93%. Quelle industrie est prête à investir des millions, des millions et des millions à changer toute sa manière de procéder pour corriger une erreur de quelques pourcents? C'est vraiment, quand on le dit comme ça, c'est assez impressionnant.
généralement on a une marge d'erreur de 5% qui est tolérée à peu près partout, hein, que ce soit dans les études scientifiques, que ce soit au moment de prédire la météo, que ce soit au moment d'avoir un nombre de pièces défectueuses dans une usine. 5% c'est acceptable. Là, dans le football, 5% c'était pas du tout acceptable. 96% c'était pas satisfaisant. On a changé le football pour 4 malheureux pourcents. Alors, c'est vrai que pas toutes les décisions se valent. C'est pas la même chose de siffler une faute bénigne au milieu de terrain qu'un pénalty à la dernière minute d'un match. N'empêche que ce refus d'accepter les erreurs, ce seuil de tolérance très très bas par rapport aux erreurs des autres, ça dit quelque chose de nous en tant que société. Est-ce que ça a valu la peine d'introduire la VAR? Alors en Liga, on a gagné 5%. D'un point de vue statistique, on va dire que ça vaut la peine, 5%. C'est quand même quelque chose. On a désormais un pourcentage de réussite de 98% quand les arbitres prennent des décisions. Là où la VAR peut avoir un effet un peu pernicieux, c'est qu'on peut avoir une baisse de niveau des arbitres. Autant on pouvait dire avant qu'on leur faisait confiance, parce que 93% de décisions correctes, ça reste quand même très haut. Autant les arbitres désormais prennent toujours moins de risques, ils se reposent toujours plus sur la VAR. Des fois on voit des hors-jeux, 3 mètres pas sifflés parce qu'on ne sait jamais, parce que la VAR tranchera à notre place. Et si on continue avec la VAR ces prochaines années, on risque d'avoir vraiment une baisse de niveau des arbitres. C'est comme nous quand on utilise la calculette pour les calculs les plus basiques, parce qu'on ne sait jamais, on peut se tromper. Du coup on devient nul en calcul mental. La dernière chose, c'est qu'il y a des arbitres, ou plutôt des ex-arbitres qui travaillent pour les clubs. On est dans une période où on est sans arrêt à la recherche des gains marginaux et avoir un arbitre qui travaille pour soi, ça peut permettre de gagner certaines choses. C'est très utile de savoir comment on va être arbitré, si l'arbitre est permissif, s'il est strict, si on peut parler avec lui, quand il distribue les cartons, parce qu'il y a des arbitres qui ne distribuent aucun carton dans les grands matchs jusqu'à ce que le premier but soit marqué, c'est-à-dire vous pouvez faire plein de fautes avant le premier but, si l'arbitre est dans un bon état de forme, etc., etc. Le Real Madrid, c'est à ma connaissance la seule équipe qui avait un arbitre engagé à plein temps qui travaillait pour lui, de 2009 à 2018. C'est très utile, comme j'ai dit, surtout dans les compétitions internationales où un carton jaune, ça peut déjà faire toute la différence parce qu'après 2 cartons, vous êtes suspendu pour un match. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. J'espère que vous aurez appris certaines choses. C'est vrai qu'elle est un peu plus longue que d'habitude, mais voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire les recherches et j'avais vraiment envie de vous partager ces choses que j'ai apprises. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Merci pour les futurs pouces bleus que vous allez m'octroyer. Et puis, nous on se revoit dans une semaine exactement à la même heure pour parler d'un joueur norvégien qui ne joue pas au Borussia Dortmund, mais dont on doit absolument parler. D'ici là, bonne semaine. Allez, à toutes. Ciao.